je me présente Marc-André Patnaud, courtier immobilier chez Remax Alliance. Je suis en compagnie de Nathalie Audet, aussi courtière chez Remax Alliance. On a le bonheur aujourd'hui de recevoir Mme Ariane Genza, qui est officiellement directrice développement hypothécaire à la Banque nationale. Bonjour Ariane, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Vous autres? Très bien, très bien. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble, alors je vais en profiter pour qu'on puisse te faire quelques questions en rafale de la part de nos clients. Alors, tu es prête pour répondre? Prête. All right, on va commencer avec Nathalie. Alors, Ariane, peux-tu nous résumer en gros le processus pour une préapprobation hypothécaire? En fait, le processus, c'est très simple. On veut savoir deux choses. La capacité maximale d'emprunt du client pour savoir jusqu'à combien il peut emprunter. Puis deux, sa solvabilité. Donc, s'il y a un bon crédit et tout. Donc, c'est facile. Un appel téléphonique, on peut faire ça à distance, par vidéoconférence. Tout est facile maintenant pour le faire à distance. On va demander des documents de revenus. Donc, on va s'assurer au niveau des revenus, toutes les pièces. La mise de fonds aussi, au niveau des économies, combien qu'il est prêt à mettre comme mise de fonds. Puis son bureau de crédit. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, ça prend 15-20 minutes, puis le tour est joué. C'est vraiment un processus qui est rapide. Puis la préapprobation a une durée de 6 mois. Donc, le client, pendant 6 mois, il peut aller acheter avec ces certificats-là sans problème et sans souci. Cool. On entend parler souvent deux termes, la préapprobation hypothécaire qu'on va toujours avoir avec nos clients pour commencer le processus et la préqualification. Donc, Oui. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, une préqualification, c'est quelque chose qu'on va faire rapidement au bout du téléphone ou en personne. On ne va pas regarder le bureau de crédit du client. Okay. On ne va pas demander des documents justificatifs par rapport à la mise de fonds et aux revenus. Donc, on va vraiment se fier à l'information que le client va nous donner. Des fois, on a besoin d'une préqualification rapide dans le cas où vous nous appelez. J'ai besoin que tu me regardes ce client-là. J'ai une offre d'achat à déposer dans 4 heures ou dans 1 heure. Donc, à ce moment-là. On s'excuse de te faire travailler parfois comme ça, mais bon. Vous avez toujours de bons clients. On a du bon service aussi, c'est ça qui arrive. C'est ça. Donc, on va parler avec les clients. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Combien tu gagnes par année? C'est quoi tes passifs? Puis, je vais faire un calcul rapide. Puis, à ce moment-là, je vais t'appeler puis je vais te dire, c'est bon, avec ce qu'il m'a donné, tu peux y aller. Okay. Donc, ça, c'est une préqualification. Une préapprobation, c'est vraiment un document formel, un dossier qu'on va soumettre à la banque pour préapprouver le client. Donc, on va vraiment dire, ce client-là, avec le bureau de crédit qu'il a, puis le document qu'il nous a fourni, il peut acheter pour tel montant. OK. Puis on a une lettre officielle qui dit le montant. C'est ça. Quand je donne une lettre à signer avec mon nom, c'est parce que j'ai fait une préapprobation, donc j'ai eu les documents du client. Si je fais une préqualification, à ce moment-là, on ne signe pas de lettre parce que c'est moins officiel, mais on peut le faire aussi quand c'est une question, qu'on a moins de temps. Là. OK. Dans la croyance populaire, on dit souvent qu'en faisant ma préapprobation, ça va jouer sur ma cote de crédit. Est-ce que ça joue vraiment sur la cote de crédit au moment de la préapprobation ou c'est au niveau de la préqualification ou ça ne touche pas du tout? Bien, la préqualification, encore une fois, on ne touche pas le bureau de crédit. Okay. Une préapprobation, oui, on fait une enquête du bureau de crédit. Okay. Mais dans le cas d'un achat immobilier, le client a 31 jours pour faire des enquêtes de crédit avec des différentes banques sans que ça affecte pas la cote. Oh. Par contre, je dis toujours aux clients, une préapprobation hypothécaire, toutes les banques ont le même critère. Donc, tu peux faire une préapprobation hypothécaire avec une seule banque si ça répond à tes besoins puis à ce que tu regardais comme prix. Pas besoin de faire 2, 3, 4. Au moment de l'achat, tu peux aussi appeler différentes banques pour magasiner un taux sans besoin de faire une enquête de crédit. Parce qu'à chaque fois qu'une banque, n'importe quand on achète à crédit, un prêt auto, à chaque fois qu'on va regarder le crédit du client, bien, ça va apparaître l'institution financière puis la date. Puis c'est sûr que plusieurs demandes de crédit peuvent affecter la cote de crédit. OK. Intéressant. Puis, à ton avis, Ariane, comment qu'un client un acheteur potentiel peut améliorer sa cote de crédit? C'est sûr que il y a plusieurs façons. Il y a beaucoup de choses qui impactent la cote de crédit dont les clients ne sont pas au courant. Par exemple, quand on déménage, souvent, ça impacte les changements d'emploi. Aussi, ça peut impacter la cote de crédit. Les limites de crédit. Par exemple, souvent, je vais conseiller aux clients, c'est mieux que tu aies une limite sur une carte de crédit plus élevée
Parce qu'il faut toujours s'assurer de ne pas dépasser la moitié de la limite. Donc, si on a une carte de crédit de 1 000 puis qu'on est à 700, bien là, ça peut affecter un peu la cote. C'est assez Donc, méconnu, ça. C'est ça. méconnu. Les clients, souvent, ils vont dire « Ah, je ne veux pas faire augmenter parce que j'ai peur », mais c'est mieux d'avoir une carte de crédit à 10 000 de limite, puis avoir une solde en bas de 5 000, qu'une carte de crédit à 2 000, puis avoir une solde à 1 500. Wow. Aussi, une autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut toujours payer le minimum par mois. Des fois, il y a des clients qui vont acheter, mettons, un ordinateur chez Bureau en gros, puis là, il y a un paiement minimum de, je sais pas, 50 $ par mois. Puis ils vont se dire, ah, ben je vais payer 150 $, ça va couvrir les 3 mois. Non, il faut vraiment payer son 50 $ par mois. Parce que comment est-ce qu'on interprète ça au niveau des banques? C'est qu'il n'est pas capable de payer son 50 $. Comment il va faire pour payer mon paiement hypothécaire de 3 000? Donc, il a toujours payé son minimum à chaque mois, c'est gardé inférieur à la moitié de la limite. Puis, c'est ça. Pas faire trop d'enquêtes non plus. Là. Okay. On m'a déjà dit aussi que la location ou l'achat d'une voiture juste avant une transaction, c'est la pire chose qu'on peut faire. Alors, tu sais, c'est sûr que des gros paiements comme des voitures, toi, tu conseilles quoi? Si, supposons, tu as un acheteur qui veut acheter une propriété, puis il dit « Ah, j'aimerais ça m'acheter une voiture aussi », qu'est-ce que tu lui dis dans ce cas-là? En fait, tout dépend du revenu du client. Si le client a un bon revenu, bien, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais le qualifier avec la voiture, puis sans la voiture. Puis là, je vais lui dire « Voici ce que tu peux acheter si tu achètes une voiture en ce moment, versus… » Donc, si le client est serré, parce que comme tu dis, Nathalie, 500, 700, 800 $ par mois en location ou en achat de voiture, ça peut énormément impacter la capacité d'emprunt. Donc, je vais lui conseiller attendre d'avoir trouvé ta propriété, d'avoir acheté, puis après ça, tu pourras regarder l'opportunité d'acheter une voiture. Ouais, c'est sûr que quand on arrive pour aller chez le notaire, exemple, là, on se rend compte que oups, ça pop-up comme ça, puis ça arrive dans ton dossier, puis tu dis on ne pourra plus aller de l'avant, quoi que ce soit. Mais là, effectivement. Le client, il faut toujours qu'il travaille en collaboration. Moi, je dis au client, je suis ton avocate, c'est moi qui va faire en sorte que ton dossier passe. Je te représente, tu me dis la vérité, puis on va pouvoir travailler ensemble, en équipe, pour que je puisse vraiment te guider et te conseiller. Donc, si le client m'en parle, bien, fine, mais sinon… On a pas mal tout le même discours. De mon côté, je dis tout le temps, soyez transparent avec elle. Plus que vous allez être transparent, plus vous allez avoir de quoi qui va être un profil vraiment pour vous, donc personnalisé. Ouais. Donc, parfait. Petite question, parce que des fois, on a des gens qui vont poser la question, est-ce que j'ai des frais quand je fais affaire avec si on veut contracter une hypothèque? Ouais. C'est quoi les frais qui se rattachent à ça? On a un paiement d'hypothèque, mais autrement, avant ça, y a-t-il des choses qui sont bonnes à savoir? Donc, pendant le processus d'octroi, les seuls frais qu'il peut avoir, c'est les frais d'évaluation. Donc, quand on met 20 % et plus de mise de fonds, la banque va demander une évaluation de la propriété pour s'assurer la valeur. Ce n'est pas automatique. Donc, il y a des dossiers qu'on n'a pas besoin, des dossiers que oui. Donc, ces frais-là, c'est 350 $, mais 99 % du temps, on peut les rembourser. Donc, c'est un frais qui va être payé par le client, mais remboursé par la banque. Sinon, moi, mes frais… J'ai aucun frais. Tout mon service est gratuit à 100 %. Il y a la taxe de 9 % dans le cas d'un dossier assuré SCHL. Donc, on est au Québec, il faut payer une taxe. Donc, la date du notaire, il va avoir un 9 % sur la prime SCHL qui va être payée. Donc, ces frais-là vont être divulgués au client. Il va être aussi dans la convention qu'il va signer. Okay. Mais sinon, il n'y a pas… Si c'est un achat avec rénovation majeure, ça, c'est d'autres frais d'inspection, évaluation, mais… Mais côté hypothèque, la taxe de 9 % si je comprends bien, c'est si quelqu'un met une mise de fonds de 5 %, exemple, sur une propriété pour son achat, il va avoir une assurance à payer avec la CHL. C'est pas tout le monde qui connaît ça, là. Alors, la CHL charge une assurance mensuelle. Ce qui est important à savoir, c'est que le total de l'assurance va être chargé, il va y avoir une taxe de 9 % sur le total de l'assurance, c'est ça? En fait, quand on met moins de 20 %, donc 5, 10, 15, en bas de 20 %, le dossier doit être assuré par la SCHL. Donc, il va y avoir un pourcentage selon la mise de fonds qui va être ajouté au prêt.
ces pourcentages-là, le client ne paye pas mensuellement sa taxe. La prime de la SCHL va être incluse dans l'hypothèque. Donc, le client paye capital-intérêt par mois sur le montant total. Mettons, si on dit que la taxe SCHL coûte 10 000 $, bien, il va avoir une taxe de 900 $ à payer chez le notaire. OK. Une seule fois, à chaque fois qu'il achète assuré. OK. Ça arrive souvent que j'ai des clients qui sont surpris par ces frais-là. Nous, on essaie de l'expliquer le plus possible, mais des fois, il y a un oubli. Alors, c'est important de toujours spécifier ça avec nos clients. Puis je vais vous dire que le client signe, parce qu'il est écrit, il est mentionné noir sur blanc, le frais. Le montant qu'il paye pour la taxe est le 9 % et quand est-ce que ça va être débité. Donc, ça, le client le signe avec la convention, mais c'est sûr qu'il faut toujours passer à travers. Il y a beaucoup de paperasse, souvent. Oui, donc, des fois, on peut lire, on est excité de faire ça. C'est vrai. Donc, des fois, on peut y aller un peu en diagonale. Donc, as-tu des astuces pour un premier acheteur, différents programmes qui sont disponibles pour les premiers acheteurs? Je sais qu'il y a le CELI, le CELIAP, le REER. Qu'est-ce que tu conseilles à tes premiers acheteurs d'utiliser quand ils font un achat? Comment ils planifient ça? Bien, c'est sûr que, on a 3 bons programmes. Le REER, à la base, c'est pour la retraite. Mais on peut aller chercher jusqu'à 60 000 $ par co-emprunteur pour la mise de fonds d'une propriété. Puis on n'a pas besoin de payer l'impôt sur ces 60 000 $-là. Parce qu'on sait que quand on va retirer le REER dans le cadre de la retraite, bien, c'est imposable. Quand on achète une première maison, on peut aller jusqu'à 60 000 $ par acheteur. Donc, si on en a 2, c'est 120 000 qui peut mettre comme mise de fonds. On n'a pas besoin de payer l'impôt dessus. La seule chose, c'est qu'il va devoir les rembourser dans un délai de 15 ans. Ça, c'est le REER. Le CELI, on connaît tous c'est quoi. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Donc, on peut le prendre au complet, à moitié, comme on veut. Il n'y a aucun impôt à payer. Et le CELIAP, c'est vraiment le meilleur du monde. Parce que c'est vraiment, il va prendre tout le meilleur du REER puis tout le meilleur du CELI. Donc, on peut cotiser 8 000 $ par année maximum, jusqu'à 40 000 $. On les retire au complet, on n'a pas besoin de les rembourser et en plus, c'est 100 % déductible d'impôt. Donc, un client qui fait 50 000 par année, qui cotise 8 000, bien, à la fin de l'année, il va être imposé sur un revenu de 42 000 versus 50. Okay. Donc, tout l'impôt qu'il a payé, selon son revenu de 50 000, il va être retourné au client. Donc, les 8 000 vont devenir peut-être 16 000, puis ça va faire augmenter la mise de fonds. Donc, je dirais là qu'il faut vraiment, la première chose, quand je parle avec un client pour les économies, la mise de fonds, c'est de vraiment maximiser tous les comptes qui sont avantageusement, côté impôt, côté intérêt, tout ça. Puis par la suite, mais on va donner d'autres conseils, là, mais c'est toujours dépendamment du profil financier du client. Un client qui est à l'aise financièrement n'a pas besoin de prendre ses REER. Il va peut-être avoir des actions, son CELI, son CELIAP. Les deuxièmes acheteurs, ils vont vendre leur propriété, ils vont prendre cet argent-là. Un client qui est serré, c'est sûr qu'il faut qu'on aille chercher le maximum partout parce qu'avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui, vous avez une hypothèque, ça monte vite, là, donc, en gros, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Donc, c'est discuter avec toi. C'est ça. C'est toujours discuter avec la banque. Moi, je demande toujours un bilan complet. Je ne demande jamais juste les montants de mise de fonds. Je vais connaître le bilan financier du client parce que je ne veux pas non plus qu'il n'y ait plus d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de frais suite à l'achat d'une propriété, des événements de vie. Donc, il faut quand même garder un coussin. Là. Les impondérables. Effectivement. Parlant d'impondérables, as-tu déjà eu un dossier qui, nous on dit suite à la réalisation des conditions, donc on dit que toutes les conditions sont réalisées, on attend juste le notaire qui peut être parfois dans 3, 4 mois, 6 mois parfois. As-tu déjà eu des dossiers, mis à part peut-être une voiture qui a été achetée entre-temps, as-tu déjà eu des dossiers qui ne se sont pas rendus à terme malgré que, si on veut, la banque avait déjà octroyé le prêt? Moi, personnellement, ça ne m'était pas arrivé, encore jamais, mais oui, ça peut arriver parce que tant qu'on n'est pas signé chez le notaire, que la banque n'ait pas déboursé son prêt, tout peut changer. La banque se réserve le droit de retirer le financement quand elle veut. Donc, si le client a acheté, il y a la lettre d'approbation, tout est fait. Si le client, mettons le taux maintenant, ça descend beaucoup. Ça varie. Donc, si le client m'appelle puis me dit « Ah, mais là, les taux ils ont descendu, je veux un nouveau taux », je dois réouvrir mon dossier
Et si jamais il a acheté une voiture, des meubles ou une autre propriété ailleurs sans le divulguer à la banque, bien, ça va sortir dans son bureau de crédit, puis ça pourrait effectivement empêcher le débourser du dossier. Ouch. Alors, gros conseil qu'on a pour nos acheteurs futurs, allez pas, après que vous avez acheté une propriété, que les conditions sont réalisées, partez pas en fou, dépenser, remplir les cartes de crédit, puis acheter plein de choses ou changez pas d'emploi. Ça, c'est vraiment important. Les changements d'emploi, effectivement, ça aussi. Parce que, comme je vous dis, tant que le dossier n'est pas déboursé, bien, la propriété n'est pas vendue, il n'y a rien qui est coulé sous le béton tant que ça n'a pas fini. Donc, ou venez m'en parler, toujours demander conseil. On est là pour ça, on est les professionnels, c'est notre métier, on fait ça du matin au soir. On a vu des cas, donc c'est vraiment la confiance puis le travail en équipe qui va faire en sorte que ça va se réaliser. Alors, en conclusion, c'est important d'être bien accompagné par notre courtier hypothécaire lors de l'achat d'une propriété. Ariane, c'est un exemple parfait du professionnalisme qu'on recherche quand on a un courtier hypothécaire qui nous accompagne pour nous guider pour notre achat. Alors, merci Ariane d'être venue aujourd'hui. Merci. Et puis, je vous souhaite une belle journée.